Voilà, donc on va vous présenter maintenant les résultats d'expérimentation. Des expérimentations qui avaient pour but d'évaluer différents leviers de réduction des herbicides en culture de pois et haricots, toujours avec l'objectif de gérer de façon satisfaisante les datura et les morels. Donc, pour vous faire un petit état des lieux des travaux qui ont été réalisés, donc, il y a eu 2 saisons complètes d'essais, ça représente 23 essais sur l'évaluation monolevier en culture. Donc là, on a testé, non, 23 essais, pardon, c'est le total des leviers en culture. On a réalisé des combinaisons de leviers et un essai de prophylaxie sur les 3 années. L'objectif, voilà, ça a été d'avoir des acquisitions de résultats sur le désherbage en général, vu qu'on a observé et on a noté tout ce qu'on a vu. On a fait un focus quand même sur la gestion des morels et des datura. Donc, on a essayé de trouver des parcelles en ciblant aussi les morels et les datura. La gestion des graminées était non ciblée. Et l'objectif aussi, c'était de tester des leviers, des combinaisons de leviers, d'avoir un maximum de références techniques et économiques. Donc, de connaître le nombre de passages nécessaires, le coût de ces passages, les IFT aussi par rapport à l'environnement, et bien sûr la réussite, la satisfaction du désherbage. Donc, on va commencer avec la technique de faux semis. Donc là, notre objectif, c'était vraiment de travailler le sol avant la culture, de façon à déclencher des levées d'adventices, puis à les détruire. Donc l'objectif là derrière, c'est de nous permettre de réduire le stock grainé de surface. Chaque fois, on a travaillé sur la dizaine des premiers centimètres de sol. On espère pouvoir avoir un effet sur les 10 à 15 premiers jours du cycle de la culture. L'objectif derrière, le dernier objectif, c'est par rapport au recours aux herbicides de prélevé, est-ce que la technique des faux semis, elle peut se substituer à un herbicide de prélevé? Donc voilà, sur les faux semis, il y a 5 essais qui ont été réalisés en 2021 et 2022 dans les 3 régions, ça fait 20 modalités en tout. Et chaque fois, on est allé de 0 faux semis à 4 faux semis successifs qui étaient réalisés avec une hersétrie ou une herse rotative. Donc des outils qui vont travailler le sol de façon superficielle. Je vais vous présenter quelques résultats. Donc le premier ici, c'est de comparer 3 modalités. C'était un essai donc, en forte pression en Nouvelle-Aquitaine. Donc on est avant une culture de haricots, un labour plus reprise le 3 juin en 2021. Une modalité en bleu où on a juste labour reprise puis une herse rotative la veille du semis. Une modalité labour reprise, une hersétrie 8 jours avant semis et un dernier préparation de sol à la hersétrie la veille du semis. Et une modalité 3 faux semis avec labour reprise, puis 3 passages de hersétrie successifs 8 jours, 3 jours et la veille du semis pour des adventices et le semis. Nous, on fait les notations au stade de feuilles simples du haricot. Et là, avec les courbes donc, de la même couleur que les modalités, on peut suivre l'évolution des datura. Par exemple, la courbe bleue, on voit qu'on a une explosion du nombre de datura suite au labour et à la reprise. Donc, une dizaine de jours après le travail du sol, on a plus de 300 datura par mètre carré. Par contre, le coût de herse rotative, la veille du semis, permet de faire descendre la population de datura, on détruit tout ce qui est à lever, et on a un peu moins d'une cinquantaine de datura par mètre carré à 2 feuilles simples du haricot. La modalité avec les 2 passages de hersétrie, on voit qu'on arrive à diminuer, puis on a une stagnation du nombre de datura par mètre carré. Et la modalité avec 3 faux semis, on permet de descendre vraiment bas le nombre de datura par mètre carré. Par contre, on a une dynamique de levée à partir du moment du semis. Donc là, on est dans des conditions assez extrêmes. On monte à plus de 300 datura par mètre carré dans la partie un seul faux semis. La modalité 2 avec juste 2 faux semis n'était pas satisfaisante, notamment parce que les datura, entre les 2 passages de hersétrie, ont eu le temps de vraiment bien se développer. Et la hersétrie, même si on a une densité de datura qui est faible pour l'essai, on a des datura, ceux qui restent, qui sont très développés. Donc, ce n'est pas satisfaisant.
les deux stratégies qui se montraient satisfaisantes, c'était la stratégie 3 faux semis qui a permis de déstocker et la modalité herse rotative qui a permis de détruire en une seule fois l'ensemble des datura qui avaient levé, qui avaient des stades différents, potentiellement plus développés. Et voilà. Donc, en termes de coût, 3 faux semis, on est autour de 75 € hectare, alors qu'avec la herse rotative, un seul passage, on est à 26 € hectare pour la stratégie prélevée, du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est entre 80 et 90% de réduction des populations de datura le jour du semis, ce qui est intéressant, mais qui, à notre niveau, n'est toujours pas satisfaisant, parce qu'une cinquantaine de datura par mètre carré, c'est vraiment énorme. Je vous présente un autre essai où là, on a croisé deux facteurs, le facteur faux semis et le facteur post-semis prélevé. Donc là, chaque fois, on a 1, 2, 3 faux semis qui ont été réalisés et on a la présence de post-semis prélevés ou non. On est toujours dans le sud-ouest sur une pression du coup plus faible. On était en 2022, une année un peu plus sèche, avec beaucoup de kénopodes, 240 kénopodes par mètre carré, et ensuite des datura et des moraines de l'ordre de 5 adventices par mètre carré. Donc là, ce qu'on voit, vous avez les bâtons avec une échelle de satisfaction globale à 2 feuilles trifoliées. Donc on a le faux semis avec la herse rotative qui est déjà à 70% de satisfaction, ce qui est déjà très intéressant. Et on voit sur l'ensemble des modalités, donc 2 faux semis, on est un tout petit peu moins, donc ça reste voilà, des essais en plein champ, on va dire qu'on est équivalent. À partir de 3 faux semis, on voit qu'il y a un gain significatif de satisfaction. Donc le 3 faux semis était quand même un très bon compromis sur cet essai-là. Et on voit par contre que dans chaque modalité, qui est 1, 2 ou 3 faux semis, l'apport, la réalisation d'un faux semis prélevé a permis de gagner une dizaine de points de satisfaction dans les stratégies. Alors, à savoir, on vous l'a mis là en bas à droite, à savoir que voilà, quand on évalue la satisfaction globale, c'est datura, mais aussi l'ensemble de la flore qui était présente. On sait que le S-métolachlore qui était utilisé dans cet essai en post-semis prélevé est un herbicide qui est non satisfaisant sur datura et qui marche de façon très modérée sur kénopode. Donc on voit qu'on a un petit plus, mais ce désherbage de prélevé n'est pas forcément très efficace sur le datura. Donc en conclusion, on a travaillé sur des périodes quand même les plus idéales pour le faux semis. C'était le mois de juin qui est a priori favorable à la mise en route des faux semis. Cependant, on a eu des conditions d'échec, donc des conditions très humides en 2021 en Bretagne qui ont empêché tout désherbage mécanique. Les passages d'outils n'ont pas pu être réalisés. Ou des conditions à l'inverse trop sèches, ça a été le cas en Picardie l'année dernière, où on n'a pas fait de passage mécanique parce qu'il n'y avait pas d'adventices. Le sol avait été préparé par l'absence d'irrigation, les adventices n'ont pas pu lever, donc il n'y avait rien à détruire. Donc on voit vraiment que le faux semis va être vraiment dépendant des conditions climatiques et voilà, pour réussir à faire lever les herbes puis à bien les détruire. On note dans l'ensemble des essais quand même qu'il y a une efficacité dès le premier faux semis. Ce qui reste une étape un peu délicate, ça va être d'être assez agressif pour réussir à détruire son faux semis sans trop travailler le sol pour ne pas occasionner de nouvelles levées. Donc, on avait travaillé essentiellement avec une acétrie et on se rend compte que sur des datura, même à partir du stade cotylédon, ils sont déjà très enracinés et c'est difficile de les détruire. Donc, où il va falloir passer à une fréquence un peu élevée, utiliser des outils comme la herse rotative qui vont être plus agressifs et qui vont plus détruire les datura. On estime qu'il y a un effet des faux semis sur une période de 10 à 15 jours, donc 10 à 15 premiers jours du cycle de la culture. Par rapport à la question, peut-il se substituer à l'herbicide de prélevé, on pense que la réponse est plutôt non. Plus sur le fait qu'ils ne sont pas forcément comparables. Le post-semis prélevé va avoir cette efficacité. Il a des avantages, des inconvénients, notamment en conditions sèches, il ne va pas être très efficace et il a un spectre propre qui fait que, notamment sur datura, des herbicides de prélevé comme le S-métolachlore ne vont pas être efficaces
Cependant, le faux semis aussi est très dépendant des conditions météo, de la possibilité de l'agriculteur de passer, et il va avoir une efficacité aussi sur les différentes adventices qui ne lèvent pas forcément au même moment. A priori, on a une période d'efficacité des postes semi-prélevés qui est du même ordre de grandeur sur les 10-15 premiers jours du cycle de la culture. Et voilà, donc, le spectre qui est propre à chaque herbicide en fonction des différentes régions. Sur la droite, on peut voir, je suis passé un peu vite, mais voilà, par rapport aux faux semis, on estime qu'ils sont plutôt très satisfaisants sur les kénopodes, les amarantes, les morels. C'est les résultats qu'on a. Plus difficile sur les datura, c'est ce que je vous disais, à partir du stade cotylédon, il est assez difficile de les enraciner. C'est une graine qui a la capacité de germer de façon même assez en profondeur, jusqu'à 8-10 cm de profondeur. Donc, dès le stade cotylédon, elle est très bien enracinée. Et par rapport au poste semi-prélevé, on était dubitatif sur le fait voilà, qu'il y a un intérêt à faire un poste semi-prélevé en plus d'un faux semi. Mais on voit que ça permet de gagner un peu en satisfaction, en maîtrise des adventices. Ensuite, on a travaillé sur un autre levier qui était la localisation des herbicides en haricots. Donc, la localisation des herbicides, là, l'objectif, c'était de réduire l'IFT de 50%, donc de détruire, de localiser l'herbicide sur 50% de la surface, donc sur le rang. On a travaillé ce levier-là avec du S-métolachlore, qui est en cours de retrait, et on l'a travaillé avec un autre herbicide de prélevé qui est en cours d'étude, en cours d'évaluation. Et aussi, on l'a testé en post-levé avec de la pentazone. Donc, par rapport à la sélectivité, on a trouvé que la sélectivité était identique entre une prélevée en plein ou une prélevée en localisé. Donc là, on parle d'application de post-semi-prélevé. C'est bien sûr non compatible avec des pratiques de pré-semi incorporé. Et en post-levé, il faut surveiller la sélectivité parce que l'application est vraiment réalisée dirigée sur la végétation, sur le rang, et pas par-dessus. Donc, dans certains cas, on a eu un peu plus de symptômes de phytotoxicité avec cette localisation sur le rang. Comme vous voyez sur la photo à droite, on voit que suite à un post semi-prélevé réalisé sur le rang, on a la ligne de haricot qui est propre, et on a le reste des interrangs qui sont très sales. Et du coup, cette technique-là ce type de technique, en prélevé ou en post-levé, devra obligatoirement être complémenté par des passages mécaniques sur l'interrang. Donc maintenant, je vais vous parler des combinaisons de leviers. L'objectif, c'était de tester des stratégies globales. Vous avez vu, on a testé donc, les faux semis, on a testé le localisé, on a fait pas mal de choses intégrées là, dans les stratégies avec tout ce qui va être désherbage mécanique. L'objectif, c'est de compiler ces différents leviers pour avoir des stratégies et les tester. L'objectif, c'est de gérer les adventices, d'essayer de monter des stratégies qui nous permettraient de réduire l'IFT, donc l'indice de fréquence de traitement, donc le recours au désherbant. On s'est donné aussi comme garde-fou de ne pas compter sur le désherbage manuel, d'avoir une propreté de la parcelle sans passage manuel. On l'a vu dans l'enquête de satisfaction, le désherbage manuel, c'est le dernier rempart avant la récolte pour nettoyer une parcelle, mais ça coûte aussi très cher, il y a des problématiques de main-d'œuvre. Donc voilà. L'évaluation technique, elle est faite sur l'efficacité, la satisfaction dans les plantes toxiques. Donc je vous ai remis la petite grille à droite qui est utilisée par rapport à la note de satisfaction. Donc à partir de la note de 7, on estime que c'est un désherbage acceptable. Et vraiment, on va être sur une parcelle, un désherbage qui était bien réalisé, bien efficace à partir de 8. Voilà. Et derrière, toujours une évaluation économique par rapport à la stratégie de désherbage. Donc, chaque itinéraire technique, c'est une stratégie qui est multipliée par les conditions climatiques de l'année, fois la pression adventice aussi de la parcelle cette année-là. Donc, en petits poids, on a travaillé sur 24 itinéraires techniques qui vont de la référence conventionnelle à la référence bio. Donc, une référence conventionnelle va toujours être adaptée en fonction des régions, mais en moyenne, c'était une opération de post semi-prélevé et 1 à 2 traitements de rattrapage, un IFT de 0,6 à 2.
et un coût autour de 150 € par hectare. La référence bio, c'était 2 RC tri ou lorsqu'on pouvait biner 2 RC tri plus un binage. Donc on a un IST de 0 et un coût de la stratégie qui est autour de 110 € hectare. Les facteurs expérimentés, donc on a travaillé sur les motifs de semis, donc les écartements pour pouvoir permettre un binage, donc de 15 à 40 cm entre rangs, des passages de RC tri, des passages de bineuse et des applications herbicides. Les résultats, c'est que sur les 24 itinéraires techniques testés, il n'y en a que 16% qui sont notés très satisfaisants, au-delà de 8 en note de satisfaction. Je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, sur une pression de Morel modérée, 46 Morel par mètre carré en Nouvelle-Aquitaine, on était sur une parcelle où a été réalisé un post-semis prélevé plus de binage. Et par rapport à la référence agriculteur, ça nous a permis de faire un passage herbicide de post-levé en moins. Il y en avait 2 qui étaient réalisés sur la parcelle agriculteur, ce qui nous permettait de faire une économie d'IFT de 17% et qui a augmenté les coûts de 40%. On a un peu le même type de résultat en Bretagne avec une pression adventice forte de 200 adventices par mètre carré. On n'avait pas d'adventice toxique, ou avec un poste semi-prélevé plus un binage, c'était suffisant et satisfaisant, très satisfaisant, par rapport à une pratique agriculteur avec un poste semi-prélevé et une poste levée. Donc là, ça nous permet de réduire l'IFT de 21% et ça augmente par contre les coûts de désherbage de 32%. Je vais détailler un peu le premier essai sur Morel en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'était un essai mené en 2021 avec donc un semis un peu tardif pour la région, le 2 avril 2021. On avait 3 modalités, la référence agriculteur, semé à 12 cm environ, d'interrang avec un traitement d'Irmadacendium, puis un Corum en T2, puis un Basagram plus Stratos en traitement 3 à 9 nœuds. Ensuite, on avait 2 modalités avec un binage à 40 cm et un binage à 20 cm qui ont tous les deux reçu le traitement de post-semis prélevé. À 40 cm, il y a eu 2 binages qui ont été réalisés. À 20 cm, il y en a eu 3. Le troisième était très limite. Mais l'objectif, c'était d'aller jusqu'aux limites un peu de la technique. Cependant, cette année-là, malgré le fait, je vais vous montrer quelques photos, que les binages étaient très satisfaisants, très intéressants. Les conditions étaient très peu poussantes sur la suite du cycle, ce qui a fait que les rangs n'étaient pas bien fermés, pas bien recouverts. Et du coup, on a été obligé de réaliser un désherbage de rattrapage, notamment sur Morel. Vous voyez, en termes de satisfaction, c'était la référence agriculteur et le binage à 40 cm qui étaient les plus satisfaisants. Là, on a une note de 8 qui est quand même satisfaisante, mais voilà, on est un peu en dessous. En termes de rendement, c'est la modalité à 40 cm qui était la plus intéressante. On arrive à baisser avec les binages mais IFT un tout petit peu. Par contre, on a les coûts de désherbage qui augmentent largement. Là, vous avez une photo, voilà, à gauche du binage à 20 cm, à droite le binage à 40 cm. En termes de conclusion sur ces essais-là, donc le désherbage des bois est compliqué. On voit qu'il y a très peu de stratégies qui se sont montrées satisfaisantes, que ce soit des références conventionnelles ou du bio. Sur tout l'éventail de techniques qu'on a testées, il y en avait assez peu qui étaient satisfaisantes. On constate qu'il y a une situation qui est généralement plus difficile lorsqu'on ne met pas d'herbicide prélevé. Et par rapport à la technique du binage, on trouve que ça présente un intérêt certain pour pouvoir intervenir en mécanique le plus tardivement possible, plus tard qu'avec une RC-tri. Ça permet de scalper les adventices les plus développés, là où une RC-tri ne va pas forcément les déraciner. Ça a permis, dans un grand nombre de cas, d'augmenter la satisfaction par rapport à la RC-tri, notamment dans les situations en agriculture biologique. L'inconvénient, c'est que la bineuse, elle ne va pas travailler en plein. Elle va se focaliser sur l'interrang. On a essayé d'utiliser des recresses pour travailler un peu sur le rang, mais le poids s'y prête pas très bien. On est vite agressif et on le déchausse, ce qui est pas l'objectif. On a constaté de la verse, notamment sur les forts écartements.
en fin de cycle. Et finalement, donc, dernière contrainte, ça nécessite un semoir de précision afin d'avoir vraiment des lignes bien implantées, bien activées. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les résultats des combinaisons de leviers en culture de haricots. Donc là, pareil, c'est des itinéraires combinatoires. On a testé 34 itinéraires techniques sur les 3 régions, les 2 années. Allant de la référence conventionnelle, on a 1 à 2 opérations de prélevées et 1 à 2 de post-levées. Un IFT qui est un peu plus élevé qu'en poids, de 1,9 à 2,6. Et un coût qui va de 114 à 152 € par hectare. Et la référence bio qui est avec 1 à 2 passages de RC-tri suivi de 1 à 2 binages de 110 à 160 € par hectare. Les leviers expérimentés et mis ensemble dans ces stratégies, c'était donc des faux semis, des applications herbicides localisées et du désherbage mécanique, RC-tri et binage. Les résultats, c'est qu'on a 26% des itinéraires techniques qui sont notés au-delà de très satisfaisants. Donc, on est sur une note de 9, dont une référence conventionnelle et une référence bio. Et si on se base sur la note très satisfaisante de 8, on a 35% des itinéraires culturaux qui sont notés très satisfaisants, dont 7, donc un peu plus de la moitié, qui comportent des herbicides de prélevés. Voilà, donc là, je vous présente sur une pression clénopole et véronique forte en Bretagne, une stratégie avec un faux semis, un post-semis incorporé, plus un post-semis prélevé, suivi d'un binage en post-levé. Ça a permis de ne pas utiliser de post-levé. Donc là, le paquet a été mis sur la prélevée, que ce soit par les faux semis ou par le post-semis incorporé, le post-semis prélevé. Le binage a été la seule opération de post-levé. Donc ça a permis de réduire l'IFT de 18%, réduire l'IFT de post-levé de bentazone, et on augmente par contre les coûts de désherbage de 16%. Cette stratégie-là a été équivalente en termes de satisfaction herbicide, de propreté herbicide par rapport à une autre stratégie, donc avec une RC-tri plus un binage. Donc là, on se passe à la fois de la pré-V et à la fois de la post-levée. Donc c'est une modalité compatible AB, avec donc un IFT de 0. Par contre, on augmente un peu les coûts, 36%. Et on a un rendement, par contre, même si c'était satisfaisant du point de vue des adventices en fin de culture, on a une petite perte de rendement due à la présence d'adventices, un peu au moment de la levée et de l'implantation de la culture. Ensuite, on passe sur un essai donc en forte pression natura en Nouvelle-Aquitaine, où on a réalisé sur les modalités les plus satisfaisantes un post-semis prélevé avec 2 désherbinages, donc une opération de désherbage sur le rang complet avec du binage d'interrang, plus un binage en plus. Ça nous permet de réduire l'IFT de 18%, un coût par contre qui a augmenté énormément, plus 50%. Pour être un peu plus raisonnable, on s'est passé de la prélevée. Donc là, réaliser juste 2 désherbinages, plus un binage. On a un IFT de moins 92% et un coût de stratégie désherbage qui augmente de 14%. Et pour complémenter, un peu entre les deux, sur un essai de 2022, il n'y avait pas de natura, mais notre adventice, on a réalisé un peu semi-prélevé localisé, plus 2 désherbinages. Donc là, une stratégie totalement désherbage localisé. On arrive à avoir un IFT de moins 50% et un coût qui augmente de 17%. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu plus en détail le premier essai. Donc, il y avait présence de natura, donc on avait un témoin non traité, une référence itinéraire conventionnelle avec un post semi-prélevé, donc c'était un mercantor centium, suivi de 2 rattrapages à base de bentazone. Une modalité 3 avec un post semi-prélevé plus 2 désherbinages, plus un binage au milieu. Parce qu'il y avait des levées vraiment très dynamiques de natura. Et la modalité 4, c'est la même que la 3 sans la prélevée, donc avec uniquement 3 passages mécaniques, 2 en désherbinage. Donc on voit que c'est les modalités 2 et 3 qui sont les plus satisfaisantes
avec des IFT herbicides un peu élevés dus à la pratique de prélever, et par contre des coûts de désherbage qui augmentent quand on utilise le désherbinage par rapport à des passages en plein. Donc là, sur la droite, vous avez les modalités 2 et 3, qui étaient donc la référence conventionnelle et la référence en désherbinage, qui étaient tous les deux très satisfaisantes à la floraison lors des dernières notations. Cependant, ce qu'on a noté sur la fin de cycle, c'est qu'il y avait le binage et le désherbinage a quand même occasionné quelques levées tardives de datura, on notait sur les modalités 3 et 4. Donc, ce qui ressort un peu de ces stratégies par rapport aux haricots et aux datura, c'est qu'il y a un peu deux types de stratégies qui seraient adoptées et il va falloir choisir en fonction de son enherbement. Une stratégie plutôt en l'absence de datura. On va pouvoir utiliser des herbicides de prélevé avec une bonne efficacité, que ce soit en plein ou en localisé. Et derrière, on va complémenter avec du binage, avec des opérations mécaniques, donc de la FC-tri et du binage. Ça permet d'avoir une bonne satisfaction, de réduire les IFT, et on a des surcoûts de l'ordre de 16% qui sont dus à la mise en œuvre du désherbage mécanique. Sachant que voilà, tout ce qui va être herbicide de prélevé, ça va être plutôt compliqué par rapport aux évolutions réglementaires. Il y a 2 herbicides de prélevé du haricot, 2 sur 4, qui sont en cours de retrait à l'heure actuelle. En présence de datura, on va essayer de limiter les opérations mécaniques, notamment en milieu fin de cycle du haricot. Donc, on va faire un binage précoce et un herbicide de post-levé en plein, de façon à, derrière, ne plus toucher le sol et ne plus occasionner de nouvelles levées. Ça permet d'avoir une bonne satisfaction sur datura, d'avoir un IFT qui permet d'être maintenu par rapport aux références conventionnelles actuelles, de baisser de façon assez importante et d'avoir des coûts plutôt maîtrisés. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la prélevée représente 65% de l'IFT herbicide en haricot en moyenne. Ça représente 35% des coûts de désherbage. Et en fonction de la flore et des conditions météo, on va être de l'ordre de 30 à 70% d'efficacité sur la flore présente. Un petit bilan sur le désherbage mécanique en haricot. Donc on en a parlé, là je vais faire un tout petit bilan, donc dire que la RC-tri en précoce, donc à l'aveugle, où sera réalisée avant une feuille trifoliée du haricot. Le gros avantage, c'est qu'elle va travailler sur le rang, sur l'ensemble de la surface. L'inconvénient, c'est une perte de pied. Donc, on compte en moyenne, de façon générale, autour de 10% de perte de pied. C'est très sensible. Sur certains essais, en allant de façon très agressive, on peut monter jusqu'à 25% de perte de pied, ce qui n'est pas du tout acceptable, ou ce qui doit être pris en considération dès le début, dès l'implantation de la culture, en mettant des doses de semences un peu plus élevées. Ensuite, une pratique qui est très intéressante, c'est un binage précoce de feuilles simples, à partir de 2 feuilles simples. Elle est très efficace, notamment sur datura pour les scalper. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'il va travailler pas ou peu le rang en fonction de si on a des recresses et un réglage performant. Le binage tardif, on va vraiment le déconseiller, surtout quand il y a des datura, parce qu'il est relativement peu efficace et il occasionne les levées tardives. La limite, bien sûr, de tout ce qui est désherbage mécanique, ça va être les conditions climatiques et la disponibilité du matériel. Il faut garder en tête que le désherbage de haricot va se faire sur la vingtaine de jours qui suit le semis. Et en fonction des conditions météo, du travail, de l'organisation, le matériel n'est pas toujours disponible au bon moment. Ensuite, on passe un peu plutôt sur la gestion préventive. On en a parlé en tout début de webinaire. La présence des adventices toxiques, elle va se réfléchir aussi au niveau de la rotation et au niveau de la prophylaxie. On a vu qu'il y a des TAD, donc le taux annuel de décroissance, qui est très faible pour les morels et datura. Donc la prophylaxie, elle est très importante afin de ne pas favoriser les contaminations. Donc à savoir, très important, le désherbage du matériel, que ce soit le travail du sol, le matériel de désherbage mécanique, les machines de récolte, de soigner le désherbage des cultures, de légumes, mais aussi des autres cultures de la rotation, que ce soit les maïs,
des pommes de terre, des carottes, elles ne sont pas impactées directement forcément par les adventices toxiques, mais toutes les levées, toutes les grenaisons qu'il pourrait avoir dans ces cultures-là vont impacter les autres cultures de la rotation. De l'observation et des épurations systématiques des plantes pour éviter toute grenaison et des actions pour essayer de réduire le stock semencier s'il y a des contaminations en réalisant des déstockages avant la culture sous forme de faux semis ou post-culture. C'est ce qu'on a essayé de réaliser sur 3 saisons. Donc, on a mis en place un essai pluriannuel avec, sur un pare-feu dans les Landes avec un état initial de la parcelle qui était une population de datura proche de 80 datura par mètre carré. On a implanté 5 modalités avec 2 répétitions. Donc, une modalité faux semis à la RC tri, une modalité faux semis avec une herse rotative, donc qui est un peu plus agressive et va travailler un tout petit peu plus en profondeur. 2 couverts végétaux qui étaient implantés en interculture, donc 2 couverts de chez Lufredrio, un vesse à bois et un autre un peu plus différent, donc avec du sorgho, du mois, de la vesse et du trèfle qui était un peu plus courant. Et une dernière modalité donc de sol non perturbé, donc on n'a rien déstocké. Par contre, on ne s'est pas permis, on n'a pas laissé les datura grainées, donc un fauchage systématique à la floraison des datura. Donc voilà, vous avez une petite frise qui nous donne un peu ce qui a été réalisé. Donc en 2020, il y avait une culture de haricots. 2021-2022, une double carotte. En 2022, il devait y avoir un brocoli qui aurait dû être implanté sur cette parcelle-là, mais à cause des conditions climatiques un peu extrêmes, la parcelle n'a pas été implantée. Donc on a respecté, on a laissé le sol nu et on est reparti là en 2023 pour un maïs. Donc il y a différents passages qui ont été réalisés. Vous les avez, plusieurs faux semis. Il y a une petite dizaine de déstockages qui ont été réalisés dans les modalités RC tri et RC rotative et qui ont mené à une observation finale réalisée mi-mai 2023. Donc là, vous avez les différentes modalités. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2020, il y avait énormément de datura. On a énormément de perturbations et de levées d'adventices au moment des déstockages. Ça se lisse ensuite sur la culture de carottes qui a plutôt bien maîtrisé les datura, bien qu'en fin de culture, au moment de l'implantation des couverts, il y avait quand même de l'ordre de 10 à 15 datura par mètre carré. L'interculture, avec les températures fraîches, la présence des couverts, on n'a quasi plus de datura. Au moment de la préparation du sol, en 2022, on a de nouveau des datura qui lèvent. Et pas d'irrigation l'année dernière, conditions très sèches, les datura ne finissent pas leur cycle et on n'a pas eu de levée échelonnée. Et on a en 2023 une nouvelle préparation du sol et des nouvelles levées de datura. Par contre, on n'a pas de différence significative entre les différentes modalités. Voilà. Ce qui est un peu spécifique par rapport à cet essai-là, c'est qu'on avait un labour systématique. On a eu 5 labours en 3 ans et demi, ce qui est quand même très défavorable par rapport au déstockage du datura, parce que les adventices, les graines étaient vraiment mélangées chaque année. On constate quand même que les couverts ont permis de limiter les levées précoces de datura au printemps par leur couverture. On avait une pression initiale qui était très forte, bonne maîtrise en carottes en 2022, mais c'est à la chaleur, à la non-irrigation. Et 2023, donc, on est groupé en termes de densité entre 12 et 16 datura par mètre carré sur l'ensemble des modalités. Donc, tout ça va dans le sens du fait que les 3 années pour déstocker, c'est vraiment insuffisant et ça met vraiment en lumière l'importance de mettre en place des mesures basiques. Quand il y aura du datura dans une parcelle, potentiellement, il y en a beaucoup. Un plant peut produire jusqu'à 2000 graines et il va rester longtemps dans la parcelle. Les 3 années de déstockage ne sont pas suffisantes pour avoir un effet significatif, au moins dans les conditions de notre essai. Donc voilà, la gestion prophylactique, un peu comme la gestion avec les différents leviers,
Dans une parcelle fortement contaminée avec du datura, la gestion elle va se faire pendant la culture, mais aussi avant ou après la culture, et obligatoirement sur le long terme. Compte tenu des levées échelonnées, on va avoir souvent du datura. Quand on va préparer le sol, on peut être amené à détruire plusieurs fois les daturas, et ce qui va ça peut être très gourmand en temps, en énergie et aussi en termes de charge. Par contre, pour une parcelle qui est peu contaminée par le datura, c'est ce que présentait Simon tout à l'heure avec Odera, on va essayer de le gérer en culture et d'éviter de trop occasionner des levées, donc de ne pas trop perturber le sol, d'éviter une préparation trop fine. Et derrière, on gère le datura en culture. On a aussi exploré des voies un peu différentes par rapport à la gestion des adventices et notamment du datura, donc avec l'assistance par détection automatique des adventices toxiques. Donc là, l'objectif, c'était toujours de gérer les adventices de façon satisfaisante, de réduire le recours aux herbicides et d'éviter d'occasionner des nouvelles levées en travaillant le sol, éventuellement si ce n'était pas nécessaire. Donc, à l'heure actuelle, on a un levier on a qualifié d'incomplet, qui est des solutions de détection et de géolocalisation des adventices avant la récolte. Donc, un drone passe, survole la parcelle et nous dit s'il y a ou pas du datura, de la morelle, afin de réaliser une épuration manuelle avant la récolte ou de localiser des zones qui seront abandonnées. Un levier qui nous intéresse beaucoup plus et sur lequel on se penche et qu'on peut essayer de développer, c'est la recherche d'une détection plus précoce qui va nous permettre de mieux piloter et d'optimiser les pratiques de désherbage. C'est d'abord de connaître l'état de la parcelle, connaître les surfaces à désherber, que ce soit en mécanique ou en chimique, pour désherber uniquement là où c'est nécessaire. Ce travail-là, ça va nous permettre aussi de pouvoir avoir des cartographies transférées à des robots ou à un pulvérisateur localisé qui permettrait, ou par des cultures de tronçons ou par du spot spraying, donc une application que sur les adventices, de réduire largement le recours aux herbicides. Dans le cas du spot spraying, c'est vrai que d'avoir de la localisation d'adventices, ça permettrait a priori de connaître la surface à traiter et donc le volume de mobilier à préparer. Nous, ce qu'on a réalisé en 2022, on a travaillé avec la firme Telespazio. On a travaillé sur les essais INET avec 2 vols qui ont été réalisés au mois de juillet sur des cultures et des essais à différents stades, du stade cotylédon au stade de thon vert. On a testé 2 types d'algorithmes. Le premier, c'est la reconnaissance d'adventices, donc avec 5 adventices qui sont labellisés par Telespazio pour l'instant, le datura, la morelle, la marante, le kénopode et la grenouille. Et aussi, on a essayé de travailler avec le taux de couverture de l'enherbement. Donc là, l'algorithme va détecter la culture, détecter l'ensemble de la végétation, puis elle fait la différence des deux et on a la surface présente en adventice. On a aussi testé une solution de comptage pour avoir une aide à la notation sur les placettes expérimentales. Donc, sur les 2 algorithmes, la reconnaissance des adventices, qu'est-ce qu'on en tire? Nous, on avait décidé dès le début de la collaboration de travailler a posteriori, d'avoir une cartographie et de comparer nos données. Mais on n'a pas pu avoir de confrontation directe entre les données des observations INET et les données de Telespazio, ce qui ne nous a pas permis de savoir si un datura était passé, n'avait pas été localisé, ou s'il y avait eu des erreurs. Là où on a vu des choses un peu plus intéressantes, c'était sur le taux de couverture de l'enherbement. On voit qu'il y a quelques erreurs de classement. L'algorithme a pris de la culture pour une adventice ou des adventices pour de la culture, surtout sur les stades précoces, surtout au stade de feuilles du haricot, et les adventices au stade cotylédon, qui sont correspondants. Et par rapport au taux de couverture et à l'utilisation de ces données pour les expérimentations, on s'est confronté à des bordures d'essai qui empiétaient un peu sur les parcelles et qui n'étaient pas bien désherbées, ce qui a faussé un peu certaines notations. Donc, les améliorations à prévoir pour continuer là-dessus, c'est d'affiner la détection des cultures au stade précoce. Ça se joue avec des acquisitions supplémentaires.
par rapport au type de sol, au type des haricots. Entre de l'extra fin et du haricot plat, ça a des physiologies différentes. Certainement, un vol de drone un peu plus bas pour avoir une meilleure qualité. D'utiliser des styles au sol, du RTK, de façon à pouvoir géoréférencer des placettes. Donc là, c'est un peu plus orienté expérimentation, mais de pouvoir vraiment avoir des notations et des comptages extrêmement précis. Pour garder cette précision, il faut avoir des abords d'essai qui sont impeccables, donc vraiment qui ne pollueront pas les notations. Et un délai de restitution assez court, le plus court possible, parce que, mais comme je vous le disais avec le mécanique, la logistique est complexe. On sait qu'on va avoir une vingtaine de jours pour bien désherber sa culture de haricots. Entre le passage de drone, le retour de la cartographie, l'organisation de l'agriculteur, avoir la disponibilité du matériel, il y a toute une logistique à mettre en place et qui doit être extrêmement réactive. Voilà. Donc, on en arrive à la conclusion du webinaire. Donc, par rapport à l'état des connaissances sur la biologie et le contexte, on a vu qu'il fallait prioriser vraiment les actions de prophylaxie, tant pour la morelle que pour le datura, parce que toute grenaison va être embêtante extrêmement longtemps. Par rapport à la toxicité, on voit qu'il y a vraiment une forte toxicité, une tolérance zéro pour le datura. Ça va être plus à approfondir par rapport à la morelle, sachant qu'on a toujours la limite du corps étranger, même si des milliers de baies de morelle n'étaient pas toxiques, on ne peut pas faire des boîtes de conserve avec de la morelle. Donc voilà, il y a toujours cette limite-là. Concernant la modélisation, vous avez vu avec Simon et l'outil Odera qu'il y a un nouvel outil d'aide au diagnostic du système de culture et qui a permis, via les recherches et via la grille complémentaire, de donner un poids aux différents leviers de désherbage qui sont réalisés dans la culture de légumes, mais aussi dans le reste de la rotation. Par rapport à l'évaluation des leviers, les conclusions, ça va être qu'il y a des conflits entre les stratégies de désherbage, avec deux stratégies un peu qui vont s'opposer s'il y a des présences d'adventices toxiques ou s'il n'y a pas d'adventices toxiques. Donc, sans adventices toxiques, on va privilégier une prélevée efficace sur les adventices qui va permettre de limiter, voire de supprimer la post-levée s'il y a du désherbage mécanique. On est à un coût de 130 € hectare avec un IFT herbicide de 1,6. Quand il y a des adventices toxiques en grosse proportion, surtout du datura, on va limiter le désherbage mécanique en fin de cycle et prioriser un désherbage en plein, en post-levée. Donc là, on est sur des coûts de 120 à 180 € hectare et des IFT herbicides de 0,9 à 2,64. Là, ça va vraiment dépendre de si on rajoute quand même une prélevée ou pas. Parce que même s'il y a des adventices toxiques, il n'y aura pas que du datura dans la parcelle, donc il faut quand même réussir à gérer l'ensemble de la flore présente. La problématique transversale, ça va être vraiment de désherber le rang. Les pinasses sont plutôt efficaces, il n'y a pas de souci, mais il y a toujours le rang à réussir à bien désherber. Les opportunités et contraintes, ça va être vraiment le fait qu'il y a du matériel qui est déjà disponible ou du matériel qui pourrait arriver sur le marché assez rapidement, qui est intéressant. Par contre, c'est la mise en œuvre en termes de disponibilité, de coût et d'adaptation par rapport à la météo qui peut être un peu compliquée. Par rapport au désherbage de prélevés, on l'a assez peu évoqué pendant le webinaire, mais on l'a évoqué, l'intérêt est assez limité pour la gestion du datura, mais ce n'est pas du tout le cas pour le reste de la flore. Donc la gestion des poupiers, chémopodes, des véroniques, des morelles, des amarantes, la prélevée est vraiment efficace là-dessus. Et de plus, la prélevée, ça semble être une sorte de prérequis pour valider l'intérêt et la mise en œuvre de nouveaux robots de désherbage, de spot spraying. L'objectif, c'est vraiment de détruire certaines adventices et d'être économe en intrants. S'il y a 200 adventices au mètre carré, le robot ou l'algorithme ne sera pas vraiment intéressant parce qu'on n'aura pas un débit de chantier intéressant et il y aura des erreurs possibles. Donc l'objectif, si on part sur cette stratégie-là, c'est d'avoir quand même une prélevée efficace, qu'elle soit mécanique, qu'elle soit chimique ou les deux, pour avoir une post-levée derrière qui peut être vraiment raisonnable.
La pose levée elle reste extrêmement dépendante à l'heure actuelle à deux substances, la bentazone et l'imazamox, qui sont vraiment essentielles pour le contrôle des adventistes en général et des adventistes toxiques en particulier. Le déstockage à ce stade est non validé sur 3 ans. C'est une technique vraiment, je pense, qu'il faut inscrire dans la durée et qui pourrait être travaillée avec certainement des pratiques plus discriminantes, notamment par rapport au travail du sol. Donc, quelles évolutions pratiques on entrevoit pour allier efficacité et réduction d'intrants? Donc, on le répète, c'est vraiment un respect strict de la prophylaxie. De compléter les outils disponibles pour les agriculteurs, que ce soit la disponibilité en R109 pour pouvoir passer au bon moment, l'adaptation du matériel avec éventuellement des applications localisées lorsque c'est possible, en prélevé ou en post-levé. On n'a jamais vu de baisse d'efficacité de la stratégie lorsqu'on travaille en localisé. Utiliser des nouveaux outils, que ce soit des drones de l'imagerie, des robots, du désherbage laser, électrique. Il y a pas mal de choses qui sont en cours de mise au point et qui devraient être testées assez rapidement. On va être dépendant toujours des herbicides utilisables sur les cultures de légumes, que ce soit sur la prélevée, en post-levée, mais aussi sur les herbicides utilisables sur l'ensemble du système de culture. C'est vraiment voilà, la lutte contre les adventistes qu'on va réfléchir au niveau du système de culture. Et s'il y a un manque, s'il y a un trou dans la raquette sur une seule culture, ça peut avoir des conséquences assez terribles sur le reste de la rotation. Et finalement aussi, le dernier levier ou la dernière chose qui pourra impacter un peu les pratiques, c'est l'évolution des rotations avec l'intégration de nouvelles cultures, notamment des cultures type biomasse, des cultures qui vont avoir voilà, des cycles un peu différents des cultures estivales, uniquement estivales qu'on a, et qui vont permettre des bonnes couvertures du sol. Voilà, donc j'en ai fini pour cette présentation. On a un dernier petit sondage avant de passer aux questions. Tu le lis, le sondage, en même temps? Non, c'est toi qui le fais. Donc, selon vous, quelle est l'étape, et d'après ce que l'on vous a présenté, quelle est l'étape la plus décisive qui permettrait d'assurer l'absence de datura à la récolte dans les locaux? Donc, choix unique, le choix de la parcelle, le travail du sol dans la rotation, la préparation du sol avant semis, le désherbage avant la levée, qu'il soit chimique ou non chimique, le désherbage après la levée, qu'il soit chimique ou non chimique, et in fine, un dernier contrôle visuel avant la récolte. Et en même temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est fort. On sait que les réseaux peuvent être chargés et que ça peut prendre un petit peu de temps avant d'afficher les questionnaires. On est à 12 réponses. Personne? Du coup, il y a un équilibre dans les réponses qui se répartit en priorité entre le choix de la parcelle et le désherbage avant la levée de la culture de haricots. Et voilà. Et on n'a pas identifié le travail du sol dans la rotation comme un levier pertinent. On vous remercie. Ok, donc Donc maintenant, je vais lire peut-être les questions, mais je ne suis pas sûre d'en avoir eu. Non, je n'ai pas de nouvelles questions par rapport à cette partie complémentaire cet après-midi. Olivier, tu peux nous en dire plus un petit peu sur la diffusion des robots qui seraient à même de nous nettoyer nos cultures de façon automatique et... Oui, alors pour l'instant, il y a différents types de robots qui sont
travail. Certains sont encore en stade prototypage, d'autres sont en développement commercial. Ce qui est compliqué pour l'instant, c'est vraiment d'évaluer le débit de chantier et l'efficacité qu'on aura. Voilà, comme vous l'avez vu là dans nos essais, il y a une multitude de situations différentes. Et derrière, il faut réussir à s'adapter. Donc, on va travailler dès cette année avec l'outil EcoRobotics sur différentes cultures. Les essais ont commencé. Il y a eu une visite d'essai la semaine dernière en Bretagne, il y a 2 semaines, je ne sais plus, avec des résultats intéressants. On va pousser pour continuer à voir ça. Et que ce soit voilà, en termes de désherbage global et en ciblant les adventices toxiques aussi. Très bien. Il nous reste à vous remercier. Tu peux continuer à avancer. J'ai une petite question. Oui, pour toi, du coup, pour mon un petit peu de temps, je me permets. Voilà. Par rapport au désherbage mécanique que tu as pu faire, aire spineuse, est-ce que vous avez noté des choses en termes de conditions de sol quand vous passiez par rapport à l'efficacité? Tu disais les datura, ils sont bien enracinés. Est-ce que vous avez publié des conditions de sol qui permettraient justement quand même d'arriver à mieux désherber mécaniquement les datura ou inversement, mais tout en étant bien sélectif vis-à-vis de la culture? L'objectif, c'est toujours d'intervenir dans des conditions le plus ressuyées possible. Donc nous, bon, voilà, sur le sud-ouest, on est vraiment sur des sols sableux qui ressuient vite. Mais l'objectif, c'est quand même d'attendre d'avoir séché la couche superficielle du sol, sinon on garde des mottes. Le datura, les autres adventices peuvent se repiquer, rester en place. Et ce qui a été vraiment le plus intéressant pour nous, notamment sur datura, c'était d'utiliser pas forcément des socs en cœur, mais des lames slash. Donc, c'est des lames qui vont être quasiment parallèles à la surface du sol et qui vont juste scalper les adventices sans vraiment retourner du sol ou buter la culture. C'est vraiment la technique qui a montré le plus d'efficacité. Et par contre, pour la laiterie, c'est un peu les mêmes conditions. Et là, ça va être vraiment le réglage qui va être très important par rapport à l'agressivité et à la vitesse d'avancement pour avoir une bonne efficacité, un bon ratio efficacité sélective. En termes de créneaux d'intervention, à chaque fois, vous aviez des créneaux qui étaient, vous n'êtes pas retrouvé des moments où vous n'aviez pas le créneau pour passer? Si, c'est arrivé, mais bon, ça date. Il y a des fois où on peut passer même plus de fois que ce qu'on avait prévu quand c'était nécessaire. On ne sait pas nous à passer si ce n'était pas nécessaire. Après, il y a eu des fois où ce n'était pas possible et dans ce cas-là, on décide de passer un peu plus tard ou de ne pas passer si c'est trop tard pour respecter la culture, la sélectivité de la culture. Donc ça, c'est vraiment la grosse limite par rapport au désherbage mécanique parce qu'on est, pour le contexte, en culture de légumes, donc une culture qui va représenter 20 à 30 hectares par an chez un agriculteur. L'agriculteur n'investit pas sur des outils de désherbage mécanique en dehors éventuellement de la RCFI qui peut servir à différentes cultures. C'est vrai que derrière, ça va être un travail avec des entrepreneurs ou avec les OP pour avoir du matériel à disposition. Et c'est toute une logistique pour pouvoir avoir les épineuses au bon endroit sur les différentes parcelles. Donc, c'est toute une problématique. Ça coûte cher aussi. Hein. On a certains adhérents où l'épineuses presque coûte aussi cher à déplacer d'une parcelle à une autre que le poids à tourner sur une parcelle. Et pour l'instant, c'est des outils qui seront vraiment nécessaires pour réussir à garder une efficacité et limiter l'utilisation d'herbicides. Et du coup, on passe à la dernière diapo pour remercier l'ensemble des équipes de l'UNILET et AgroTransfert qui ont travaillé sur ce projet pendant 3 ans. Les agriculteurs et techniciens qui ont participé au projet via les réponses aux questionnaires, mais aussi qui nous ont permis d'implanter des essais chez eux et au CASAR pour ce financement.